mot de gratitude à l'endroit de notre président, M. Mokhtar Touré, et au secrétaire perpétuel, qui m'ont surtout encouragé à faire ce partage. C'est un partage au sujet de la mission qui a interpellé plus d'un. C'est la transmission, mais que l'on peut lire d'une certaine façon. C'est une invitation au partage et je ferai de mon mieux pour ne pas alourdir la présentation en raison des deux communications qui se suivent pour l'après-midi. J'ai donné un canevas qui permettra de mieux suivre, même si ce ne sont que des points que l'on ne peut pas comprendre sans le contenu qui va avec et qui, j'espère, nous partagerons dans quelques temps. Je voudrais d'abord rappeler au sujet de la transmission. Trans est un préfixe qui signifie au-delà de quelque chose. Et dans la langue française, elle suggère une idée de traverser, de passer outre. On ne parle jamais de transmission sans évoquer le trajet, la traversée, le passage. Et transmettre, c'est passer quelque chose, perpétuer, léguer. Et donc, quand on combine les deux, on a une idée de déposer quelque chose au-delà. Donc, quelque chose qui nous transcende. Et en déposant quelque chose au-delà, ça signifie que nous sommes à un niveau quelque part au-delà, où nous captons quelque chose et qu'on dépose au-delà. Ça signifie tout simplement que l'idée de transmission induit l'idée de transcendance, de dépassement de soi. Et pour réaliser une transmission, il faut être conscient de ce que l'on a à transmettre, de qui on est pour transmettre et de la personne destinataire du message qu'on veut transmettre. Autrement dit, cela implique l'idée d'avoir conscience, d'avoir appris quelque chose et de l'avoir compris. Parce que celui qui n'a pas compris ne peut pas transmettre. Il y a alors une science et un art de la transmission. Parce que ce que l'on transmet en réalité, c'est une sagesse que l'on transmet. On va l'envoyer d'un lieu à un autre. On va l'envoyer d'une personne à une autre et d'un espace temporel à un autre espace temporel. Transmettre alors, quand on transmet, on est au cœur de ce que tout le monde connaît de la tradition de donner et de recevoir. Mais il y a une troisième dimension qui est souvent occultée quand on parle de donner et recevoir. Donner, recevoir, puis rendre. C'est la troisième dimension. Parce que si on ne rend pas, la chaîne est interrompue. Donc, on donne de soi-même pour recevoir quelque chose. Et une fois qu'on a reçu, compris et digéré, on rend. Et quand on rend sans condition. Parce que c'est ce qui fait tourner la roue de la vie. Rendre sans condition, et j'y reviendrai tout à l'heure, est une mission qui est arrimée à l'idéal divin. Parce qu'on rend avec amour et abnégation, on rend avec éthique, et on rend, pour ce qui nous concerne, au niveau le plus bas, parce qu'étant le plus visible, c'est que la transmission se fait en conformité avec la mission de l'Académie.
Mais vous savez que ce qui est visible, sur le plan scientifique, les experts nous disent qu'en général, ça tourne autour de 7%. Et dans la mécanique quantique, on dit que c'est 0,00001%. C'est ça ce qui est visible. Et donc, quand on transmet, c'est pour faire tout simplement vivre la flamme humaine et contribuer à l'évolution humaine. Si chaque génération transfère à la suivante ce qu'elle a compris de l'environnement, la chaîne est dynamisée et elle continue positivement. Aujourd'hui donc, la question qui se pose pour nous, c'est de savoir pourquoi et comment l'Académie, pourquoi et comment l'Académie doit transmettre, c'est-à-dire déposer au-delà, c'est-à-dire léguer sa vision du monde et ce qu'elle a compris du monde aux générations montantes. Et ça, c'est ce que l'on cherche. Comment orchestrer tout cela? Pour le faire, je partage des idées, mais ce ne sont que des invitations. Invitations à prendre de la hauteur et du recul, mais sans adopter une posture haute. Une posture haute, c'est une posture en général de supériorité, d'arrogance, de présomption, alors que la posture de celui qui transmet est une posture basse, c'est-à-dire une posture d'humilité, qui doit nous pousser à réfléchir sur le sens véritable. Et ce qui est important ici, c'est véritable, le vrai sens de la mission de l'Académie, c'est-à-dire ce qui va au-delà de la mission. C'est ça la transmission. Et on ne peut le faire que dans une perspective pluridisciplinaire et transdisciplinaire. Et c'est ça tout le défi. En le faisant, je vous invite à 3 temps dans cette réflexion. Un premier temps de prise de conscience de notre mission au-delà. Un deuxième temps où l'on mettra l'accent sur la démarche, comment on y arrive. Et enfin, un cadre d'action. Si vous le permettez, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, pour parler de la prise de conscience, je voudrais d'emblée vous partager une citation que je trouve très puissante d'Edgar Morin, qui est connu à travers le monde. Aujourd'hui, il a 102 ans. Mais l'écrit que je vais citer date de 1990, il y a déjà un peu plus de 3 décennies. Il disait ceci, je le cite: les sciences humaines n'ont pas conscience des caractères physiques et biologiques des phénomènes humains. Les sciences humaines n'ont pas conscience des caractères physiques et biologiques des phénomènes humains. Les sciences naturelles n'ont pas conscience de leur inscription dans une culture, une société, une histoire. Les sciences n'ont pas conscience de leur rôle dans la société. Les sciences n'ont pas conscience des principes occultes qui commandent leurs élucidations. Les sciences n'ont pas conscience qu'il leur manque une conscience. Il est temps de prendre conscience qu'une science privée de réflexion et qu'une philosophie purement spéculative sont insuffisantes. Et il tire la conclusion suivante. Il dit: conscience sans science et science sans conscience sont mutilées et mutilantes. Conscience sans science et science sans conscience sont mutilées et mutilantes. Si on ne veut pas être dans une posture
mutilée ou mutilante, comment on fait? Quel regard nous portons sur le réel, sur notre environnement? Je vous propose 2 pistes issues des approches transdisciplinaires qui transcendent aussi bien les cloisons des sciences humaines, sociales, naturelles, physiques, mathématiques ou autres, pour parler des positions de vue et des positions de vie. C'est ce que l'on distingue en parlant des positions perceptuelles et des positions existentielles. Mettre de la conscience sur ces positions permet aux académiciens et à l'académie de dire voilà dorénavant ma position perceptuelle, voilà dorénavant ma position existentielle. Mais faudrait-il connaître les différentes positions qui existent? Dans les positions perceptuelles, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 2 grandes familles. Nous avons des positions limitées et limitantes, lorsqu'il s'agit de transmettre, je précise bien, et des positions nourrissantes lorsqu'on veut transmettre. C'est quoi les positions limitées et limitantes? La première position perceptuelle, ce qu'on appelle le point mort. Le point mort, cela correspond à la léthargie, à l'immobilité, et qui ne peut pas générer d'impact. C'est lorsqu'on est quelque part, on est dans une situation de confort, dans sa zone de confort, et on regarde le monde passer, mais on ne l'impacte plus. On est figé dans l'immobilisme. C'est le point mort. L'autre point qui existe, point de vue, c'est ce que l'on appelle la position autocentrée. Lorsque la réflexion est centrée sur nous-mêmes, ce qui se passe, c'est que nous avons des biais cognitifs. Je vais regarder le monde en tant que juriste, l'autre va regarder en tant que médecin, l'autre en tant que physicien, l'autre en tant que chimiste. Chacun a un biais cognitif parce qu'il est centré sur lui-même. C'est ce que nous avons dans nos sections à l'académie. Chaque section est comme une sorte de chapelle où chacun peut discourir avec la satisfaction très confortable que ses pairs le comprennent ou la comprennent. Mais si on prenait son discours, on le visionne ou on l'expose dans une autre section, c'est du charabia. Personne ne comprend. Ça, c'est une position autocentrée. Troisième position, c'est la position centrée sur l'autre. Pas sur moi, mais sur l'autre. Cette position centrée sur l'autre, c'est ce que nous avons dans l'académie, lorsqu'on dit que l'académie exerce ou a une mission de conseil pour le gouvernement. C'est centré sur le gouvernement. Donc ce n'est pas ce que nous voulons, c'est ce que le gouvernement attend de nous, que nous donnons. C'est une position centrée sur l'autre. Et vous avez une autre position qui est centrée sur la relation. Donc je peux être centré sur moi-même, ou si vous reprenez le départ, centré sur rien, je végète, centré sur moi-même, centré sur l'autre, centré sur la relation. La relation, c'est le rôle, par exemple, d'influence que joue l'académie dans les milieux scientifiques. Le rôle que l'on peut avoir en entretenant des relations avec les conseils scientifiques des universités, des centres de recherche ou autres. On voit une relation existante sur une thématique donnée et l'académie exprime un point de vue. Quand on veut transmettre, toutes ces positions sont des positions limitées et limitantes. Où se trouvent les positions nourrissantes? Les positions nourrissantes, il y en a aujourd'hui 2. La première, c'est la position au-delà. C'est la position trans. C'est ce que l'on appelle être en métaposition.
C'est un peu comme le satellite, qui n'est pas sur le champ, qui transcende la personne, les relations, l'espace, qui est là, complètement détaché, en train d'observer le réel. C'est ça être en métaposition. C'est ça avoir du recul, avoir de la hauteur. On dit que dans cette position, on est dissocié de la chose. Alors que pour tous les autres, on est associé. Et celui qui est associé, c'est aussi porter des œillères. Il faut être dissocié. Regardez notre position actuelle au sein de l'académie. Nous sommes plus associés que dissociés. Regardez-le. Chacun vient avec sa section. Et nous avons toujours un intérêt que nous accordons à nos titres. Je suis professeur, l'autre est docteur, l'autre est expert. Cela ne devrait pas avoir lieu au sein de l'académie. Parce que quand on est dissocié en méta, tous ces titres disparaissent. On est membre de l'académie. Nos titres universitaires, académiques, ont lieu dans nos enceintes universitaires. C'était un temps de notre parcours. Et ce temps-là étant derrière nous, quand on entre à l'académie, on les pose à la porte et on s'élève. Ça, c'est la position méta. Il y a, en approfondissant la position méta, on a la position que l'on appelle le point zéro. Le point zéro, c'est le point de la neutralité. Les mathématiciens, ils savent, je sais que c'est perpétuel, mieux que moi, mais dans la philosophie, dans la métaphysique, c'est ce que l'on appelle la posture de l'observateur témoin. L'observateur témoin qui est en mesure de témoigner de toutes les autres positions perceptuelles, parce qu'il est complètement détaché. Il regarde les gens qui sont en plus, les gens qui sont en moins, les gens qui sont négatifs ou positifs, les gens qui contribuent. Ce n'est pas son affaire. Il est dans une posture de neutralité, de sagesse, et il les accepte tous. C'est ça la position perceptuelle. Donc vous voyez aujourd'hui, une académie qui veut transmettre est forcément une académie qui est en métaposition. Parce qu'il doit être dans une posture nourrissante. Mais cela ne suffit pas. Ça, c'est un point de vue. Il y a ce qu'on appelle un point de vie, V-I-E, vie. C'est une position existentielle. Les positions existentielles, on dit qu'un individu qui est en vie est toujours dans une position de vie quelconque. Donc il faut connaître les positions de vie qui nous interpellent. La psychologie, les neurosciences, les sciences humaines ont permis de cerner les positions. Je les systématise à ma façon en disant qu'il y a des positions de lumière et des positions d'ombre. Quand on veut transmettre, on veut être dans la lumière pour sortir les gens de l'ombre. Si on est dans l'ombre, on les enfonce dans les ténèbres. Donc c'est important de connaître où se situe la lumière et l'ombre. La position de la lumière, c'est une position dans laquelle la personne qui veut transmettre se dit « Je sais que j'ai de la valeur, mais le destinataire de ma parole a autant de valeur que moi. Personne n'a plus, personne n'a moins. On est d'égale dignité. » Et quand on est dans cette posture-là, on le fait sans condition. J'ai de la valeur, vous avez de la valeur, sans condition. Dans cette situation-là, on peut développer de l'amour, de la paix, de la joie, du respect, de la bienveillance. Parce que c'est sans condition. J'accepte la personne telle qu'elle est, dans son entièreté. Lorsque je le fais, je suis en mesure de développer des comportements d'espoir et de succès. Donc je motive, je suscite de l'espoir
et ça débouche sur du succès. Un de nos éminents confrères de l'Académie française, membre de l'Institut, disait, Pierre Léna, il avait un ouvrage remarquable qui était intitulé « Enseigner, c'est espérer ». Une personne qui était dans la posture de lumière pour définir la mission de l'enseignant. Parce que enseigner, entrer dans une classe, c'est créer des espoirs, susciter des espoirs, entretenir des rêves et permettre leur réalisation. C'est ça le rôle de l'enseignant, dans la position de lumière. C'est cette posture, cette position de lumière qui crée les conditions pour une transmission authentique, éthique, positive et consciente. Une transmission authentique, éthique, positive et consciente à la fois. C'est ça ce que nous cherchons. Son opposé, c'est la position d'ombre. La position d'ombre, elle développe deux sortes de comportements. Un comportement d'échec ou un comportement de désespoir. Je vous montre comment cela fonctionne. Comportement d'échec, qu'est-ce qui le crée? C'est lorsque la personne dit « moi j'ai de la valeur », mais vous n'avez pas de la valeur. C'est une survalorisation de soi et une dévalorisation de l'autre. Cela développe un complexe de supériorité et de l'arrogance. Sur le plan scientifique, c'est ce qui crée le nombrilisme scientifique. Ce que l'on me dit dans ma discipline, c'est ça la vérité. Le reste, c'est du n'importe quoi. Donc, j'ai de la valeur, les autres n'ont pas de valeur. Et cela crée aussi un autre phénomène que l'on appelle la contre-dépendance. La contre-dépendance, c'est quelqu'un qui dit systématiquement non, à chaque fois que cela ne correspond pas à ce qu'il pense. Lui, il est contre-dépendant. C'est quelque chose qui est très présent dans notre société, mais on ne connaît pas le concept. On connaît la dépendance, on connaît l'indépendance, on connaît l'interdépendance, mais on ne connaît pas la contre-dépendance. Alors que le milieu politique est saturé de contre-dépendants. Voyez-vous, survalorisation de soi, dévalorisation de l'autre. C'est la première variante. L'autre variante, c'est autodévalorisation de soi et survalorisation de l'autre. Moi, je n'ai pas de valeur, mais vous, vous avez de la valeur. C'est l'inverse, mais ça aboutit au même résultat. C'est un complexe d'infériorité et qui nourrit aujourd'hui des travers que nous connaissons, ça nourrit le populisme intellectuel. Ceux qui acceptent qu'il y ait des personnes qui en savent toujours plus et mieux qu'eux, ils s'autodévalorisent. Moi, je n'ai pas de valeur. C'est lui qui a de la valeur. Donc, il peut me raconter n'importe quoi et je l'accepte. Ça développe le populisme intellectuel et ça pousse les individus à être plus réceptifs à la démagogie. Ça, c'est les comportements d'échec. Le comportement de désespoir, cela intervient lorsque je m'autodévalorise et je dévalorise l'autre. Man bahuma, yao bahulo. C'est ça ce que ça donne. Donc, tout est négatif. Je n'ai pas de valeur, vous non plus. Quand on en arrive là, c'est le désespoir. On peut aller au suicide. On peut aller à la destruction totale. Donc, vous voyez, dans les postures d'ombre, vous avez une transmission biaisée et qui donne l'échec, ou une transmission illusoire ou de non-transmission, c'est le désespoir. Donc, on ne peut pas faire de la transmission avec une position d'ombre. Le comportement d'échec, c'est j'ai de la valeur, vous n'avez pas de la valeur, ou son opposé, je n'ai pas de valeur, c'est vous qui avez la valeur. C'est ça l'échec. Et le désespoir, c'est je n'ai pas de valeur, vous non plus. Personne n'a de la valeur. Entre les deux,
les deux, l'ombre et la lumière, il y a un pont. C'est les conditions. C'est celui qui dit, je suis OK, j'ai de la valeur, vous avez de la valeur. Mais à condition que vous ayez telle publication, à condition que vous ayez tel grade, à condition que vous ne soyez pas dans tel mouvement. Il pose des conditions. Et on peut se souvenir de Derrida, Jacques Derrida, philosophe, qui, dans un pamphlet très puissant, expliquait l'université. Et sa phrase célèbre, c'était de dire « L'université est le lieu où l'on professe la vérité sans condition. » Le lieu où l'on professe la vérité sans condition. Nous, on oublie que le langage spécialisé a été érigé en condition de la recherche et de l'éducation. Si je suis juriste, je vais parler un langage qui n'est pas accessible aux médecins ou aux mathématiciens. Donc j'ai posé une condition. Je vais même dire à la personne, si vous voulez comprendre le droit, il faut faire du droit. Si vous voulez comprendre la médecine, il faut faire de la médecine. C'est une condition que l'on a posée. Et à chaque fois qu'il y a condition, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'on a ouvert la porte d'entrée du stress. Le stress, parce qu'il y a une perte de liberté et une perte de clarté mentale. Donc si je devais résumer cette posture-là, j'aurais dit qu'aujourd'hui, la posture recherchée qui est celle de l'académie dans sa mission haute de transmission, c'est une posture méta, donc au-delà, avec de la hauteur, avec du recul, qui est dissociée et non associée. Et c'est une posture de lumière, sans condition, pour susciter l'espoir et le succès. Quand on a cette posture-là, on peut se dire, oui, là, je suis en mesure d'apporter quelque chose. C'est ça le premier point de la prise de conscience. Qu'on soit conscient de notre point de vue et notre point de vie. C'est tout. Une fois on l'a, cela nous oblige à une démarche. Parce qu'on va chercher des solutions. On ne va pas enfoncer des portes ouvertes. On nous attend pour des contributions. Si on n'a pas cette posture, qu'est-ce qui va se passer? Mais l'académie peut produire des documents que n'importe quelle faculté ou université pourrait produire. Ou n'importe quel consultant pourrait produire. Mais ça, ce n'est pas l'académie. Parce que c'est une posture commune. Ce serait quoi alors la démarche? La démarche, je prends appui sur une sagesse de Albert Einstein qui dit ceci: on ne peut pas résoudre un problème au niveau de conscience où il est créé. C'était comme une énigme. Les gens l'entendaient sans savoir de quoi il s'agissait. On ne peut pas résoudre un problème au niveau de conscience où il est créé. Comment on fait? Dis-nous alors quels sont les niveaux de conscience qui existent. On a attendu des décennies après lui pour que l'école de l'analyse systémique, notamment de Palo Alto, pose les niveaux logiques et neurologiques qui permettent de voir à partir de quel niveau une personne exprime un point de vue. Et ça a débouché sur ces 6 niveaux logiques: environnement, comportement, capacité, croyance, valeur, identité et mission. Regardez bien, un individu, si on est là dans cette salle, on dit, c'est mon point de vue strict, il fait froid dans la salle. Ce froid-là se passe dans un environnement. Si je veux régler la température dans la pièce, je ne peux plus le régler dans l'environnement en agissant sur l'environnement. Je monte d'un cran.
il me faut un comportement. C'est une télécommande qui va permettre d'éteindre ou de réduire. Donc, je ne peux pas le régler au niveau de conscience où il est créé. Je monte au-dessus. Si je veux le régler alors que la télécommande n'est pas là ou elle est là, mais on ne sait pas comment ça fonctionne, la télécommande ne peut plus régler mon problème. Je vais monter aux capacités. Qui sait utiliser la télécommande? Ou voilà, ça s'utilise de cette façon. Je monte. Si maintenant on l'utilise et malgré tout ça ne marche pas, on a froid ou il y a des gens qui n'acceptent pas, on va dire, mais interrogeons nos croyances. Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce qu'on allume le climatiseur de façon systématique? Ou bien est-ce qu'on l'allume parce qu'on en a besoin? Si malgré tout on a encore des problèmes, on va à l'identité. Mais au bout du compte, qu'est-ce que l'on cherche? Est-ce qu'on cherche à ce que les personnes qui sont là soient respectées dans leur état de santé? Ceux qui supportent et ceux qui ne supportent pas. Et si malgré tout on ne trouve pas la solution, qu'est-ce qu'on fait? On monte encore à la mission en disant mais qu'est-ce qu'on voulait? On est là pour une conférence, mais pas pour avoir de la froidure par exemple. Ce sont des niveaux logiques. En l'appliquant à l'académie, voilà ce que ça nous donne comme réglage aujourd'hui. L'environnement d'intervention que nous avons aujourd'hui, on ne peut le comprendre qu'avec une analyse systémique. La systémie, pourquoi? Parce qu'il y a un principe aujourd'hui qui a valeur d'action dans les sciences à la fois quantiques, sciences humaines, sociales, et qui est exprimé ainsi. La vie, Monsieur le Président, la vie et l'esprit sont des processus systémiques. La vie et l'esprit sont des processus systémiques. Si nous travaillons dans la vie et avec notre esprit en ignorant la systémie, qu'est-ce qu'on fait? On passe à côté. Omnia ad omnia, dit l'adage. Tout est dans tout. Si on veut appréhender la complexité, il faut appréhender la totalité du réel. Ça peut se traduire, supposons aujourd'hui, que l'on mette sur la table, au centre de la pièce, on dit on va examiner la chaise. Les économistes nous diront que c'est un bien. Le médecin dira que mais je l'utilise pour soigner ou pour recevoir mon malade. Le juriste pourra nous donner les contrats de commercialisation au sujet de la chaise. Mais chacun a sa lecture de cette réalité. Mais si on s'enferme chacun dans sa discipline, on ne verra qu'un aspect de la réalité. Vous connaissez la célèbre parabole intemporelle des non-voyants avec l'aveugle, avec l'éléphant. On met un éléphant devant des non-voyants, ils le touchent et on demande qu'est-ce que vous avez touché? Et les réponses fusent de toutes parts. Ça c'est une table, ça c'est une souris, ça c'est une lance, flèche. Chacun et ce qu'il a touché, il a vu une réalité de l'éléphant. Mais personne n'a vu l'éléphant dans sa réalité. C'est nous ce que nous faisons. Donc, première chose pour comprendre l'environnement, que l'on intègre l'analyse systémique. Si on avait l'analyse systémique, les sections disparaissent. Parce qu'on ne peut plus travailler en chapelle, dans une démarche de silotisation. Deuxième élément, le comportement. Si on veut régler des problèmes au niveau des comportements, nos comportements aujourd'hui dépendent de notre langage. Si je demande à n'importe qui de nos collègues autour de cette table, je lui pose n'importe quelle question. Si je lui dis, je vous le demande en tant qu'expert en ou professeur de temps, il va me répondre avec son jargon. Aujourd'hui, le défi, c'est d'utiliser ce que l'on appelle la sémantique générale. La sémantique générale, c'est le langage qui est commun à toutes les disciplines. On n'en parle pas dans nos universités. Parce que ça nous sort de notre zone de confort.
Et pourtant, c'est une discipline, c'est une méga-discipline, une métadiscipline comme elle se présente, qui date de 1933. Quand même, ça fait quelques bonnes décennies. Et qui a été inventée par un Américain d'origine polonaise, Alfred Korzybski, qui est l'auteur de la sémantique générale, qui avait montré les erreurs qu'on a accumulées et qui nous viennent de la pensée d'Aristote et qu'on a introduit dans toutes les sciences et qui ont été le facteur limitant et enfermant. Il a deux grandes leçons qui ont jusqu'à présent traversé les époques. C'est lui qui est l'auteur de cette expression « la carte n'est pas le territoire ». Il dit « nous avons tous des cartes mentales et c'est avec ces cartes-là que nous examinons le territoire ». Il dit « mais attention, la carte n'est pas le territoire ». Et il dit que beaucoup de scientifiques ont créé des cartes sans territoire. Donc ils sont comme ça dans les nuages. Ils peuvent faire de la spéculation gratuite, mais ça ne correspond à aucun rêve. Deuxième chose qu'il a créée comme effet de prise de conscience, c'est lui qui dit le mot n'est pas la chose. Il dit vous n'avez jamais vu le mot chat miauler. Un mot n'est pas la chose. Et pourtant, dans la pensée d'Aristote, le mot est la chose. Si je vous montre ça tout de suite, en vous disant c'est quoi, vous allez me dire, monsieur le professeur, une bouteille d'eau. C'est une bouteille d'eau. Donc, le fait de dire est, ce prédicat-là assimile le mot à la chose. Mais on aurait pu demander, est-ce qu'il nous a parlé de la taille de la bouteille, de la température de la bouteille, est-ce que c'était potable ou pas? Il nous a juste dit que c'est une bouteille d'eau. Donc, il nous a limité. Il ne nous a pas dit que c'était un bien. Il ne nous a pas dit par quel circuit c'est arrivé à l'hôtel. Tout ça, on ne le sait pas. Mais on a un mot qui nous dit que c'est la chose. Aujourd'hui, chaque discipline ne perçoit qu'une partie du réel. Et en utilisant ce prédicat avec le verbe être, il dit que c'est ça. Et donc, on va se retrouver autour d'une table. Chacun va dire c'est ça. Comme avec les non-voyants devant l'éléphant. Ah non, l'éléphant, c'est une lance. L'éléphant, c'est une souris. L'éléphant, c'est du bois. Chacun dit comme on lui sent. Et donc, nous avons des cartes sans territoire. C'est ça ce qui permet aujourd'hui de relever le défi de l'interdisciplinarité. Pour que l'on puisse parler un langage accessible à toutes les sciences et qui nous permette de co-élaborer une nouvelle carte. Et si l'Académie élabore sa carte, on dira, mais tiens, là on peut se retrouver, travailler entre les sections sur un sujet qui nous intéresse tous. Mais la santé n'est pas l'affaire que des médecins. Il y a le droit de la santé. Et les mathématiciens travaillent dans la santé. Et qu'en sais-je encore? Au niveau des capacités, si on veut régler les problèmes au niveau des capacités, on va anticiper. On ne peut pas être en make-up si on ne fait pas de la prospective. Et c'est bien heureux que le président de l'Académie ait lancé cette interpellation à nous tous pour développer la prospective. Il faut anticiper, avoir une attitude prospective. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vais vous donner quelques éléments clés. D'abord, Gaston Berger, avec la posture méta, qui dit avoir une attitude prospective, c'est apprendre à voir loin, large et profond, prendre des risques et penser à l'homme. 5 choses. Il dit, je vois loin, large, profond, je prends des risques et je pense à l'homme. Tout est dit. Mais celui qui le fait, c'est parce qu'il est au point zéro pour regarder tout ça. Sinon, il ne peut pas le voir. Vous avez Neville Goddard, un philosophe et spiritualiste, qui a expliqué comment on utilise la prospective. Il dit, en général, les gens pensent que c'est de la spéculation sur le futur. Il dit, attention, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il dit, avec la prospective, on apprend à penser depuis la fin
je me projette en 2060, je suis là en 2023 et je pense à partir de 2060. Il dit c'est ça la clé de tous les miracles. Bien après lui, un autre auteur, Bob Proctor, l'avait dit en disant « Vous devez travailler à partir de la fin et non pas vers la fin. » C'est ça la clé. Aujourd'hui, ça fait partie des clés que l'on utilise dans la construction des leaderships visionnaires. Celui qui a vu très loin et qui revient, pas pour aller là-bas, mais à partir de ce qu'il a vu au loin, c'est lui qui transforme le réel. Et si l'Académie a ces postures-là, sa contribution est juste extraordinaire. Quatrième niveau, c'est les croyances et les valeurs. Au niveau des croyances et des valeurs, lorsqu'on est en métaposition, on a une posture éthique. Souvent, dans nos sociétés, on confond l'éthique et la morale. Ça n'a rien à voir. La morale, c'est un jugement qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mauvais. C'est la différence entre le bien et le mal. C'est ça la morale. L'éthique est au niveau méta. C'est la possibilité, dans un souci d'agir au mieux, de s'arroger le pouvoir d'émettre un jugement sur ce qui a déjà été qualifié de bien ou de mauvais. C'est ça l'éthique. L'éthique peut venir vous dire, oui, il paraît que les enfants, la morale accepte les mariages précoces. Dans une posture éthique, on vient dire, même si la morale le dit, ce n'est pas bon pour l'évolution des enfants. Donc je donne une décision sur ce qui a été qualifié déjà de bien ou de mal. Comme on peut dire, ça ce n'est pas bon, l'éthique revient pour dire, oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais aujourd'hui, on ne peut plus l'accepter, on le change. On attend l'Académie sur le terrain de l'éthique. Éthique de la science, de la recherche, de l'éducation, éthique de l'intelligence artificielle. Le défi, c'est ne pas dépasser les limites de l'infranchissable. C'est une autre définition de l'éthique. Ne pas dépasser les limites de l'infranchissable. L'infranchissable, c'est tout ce qui cause préjudice ou remet en cause la dignité humaine. C'est ce qu'il ne faut pas franchir. On arrive à l'identité. L'identité. Pour forger un nouveau profil, une nouvelle posture d'académicien. Être à l'académie, oui, nous y sommes, et après. Si on ne parvient pas à apporter, à transmettre, il y a un problème. Si on n'a pas d'impact, il y a un problème. Mais on n'est pas dans une posture de lumière. Il n'y a pas de bouc émissaire, il n'y a pas de coupable. Dans l'analyse systémique, vous savez, on dit qu'on n'a même pas besoin, même si les médecins ne sont pas toujours d'accord avec ça, mais on dit qu'on n'a pas besoin de connaître la cause d'un problème pour le résoudre. Un médecin peut regarder des symptômes et traiter. Parfois, il peut remonter. Mais avec des symptômes, quelqu'un vous dit « j'ai mal au ventre », vous pouvez le soigner, ça arrête son mal de ventre. Mais vous n'avez pas besoin de lui dire « mais vous étiez où? Qu'est-ce que vous avez mangé? Pourquoi vous l'avez mangé ?» Vous dépassez votre champ. Vous pouvez régler son problème immédiatement. Autant que nécessaire, vous pouvez remonter. Mais parfois, ça peut ne pas être nécessaire. Pour avoir cette nouvelle posture, il faut se connaître et construire une nouvelle dynamique. Pour se connaître, aujourd'hui, vous avez des outils de diagnostic de personnalité qui sont rares sur notre continent, dans la partie Afrique subsaharienne, mais qui sont utilisés par tous les pays qui se développent. Les diagnostics de personnalité pour définir nos quotients émotionnels, les diagnostics pour définir notre ADN psychologique, les diagnostics pour définir
les modes de communication que nous avons. Parce que nous devons communiquer au sein d'une académie. Si on ne sait pas comment communiquer, parce qu'on ignore les profils de personnalités qui existent à notre sein, on ne communiquera jamais entre les sections. Ça, c'est un premier pas. Et deuxièmement, maintenant, c'est construire la nouvelle identité des académiciens. Je peux donner quelques éléments. Si aujourd'hui on disait être académicien, c'est être en métaposition pour prendre de la hauteur, du recul. Être académicien, c'est être dans une posture de lumière, sans condition, pour une transmission authentique. Être académicien, c'est s'inscrire dans une démarche transdisciplinaire, avec l'approche systémique. Être académicien, c'est parler et travailler dans un langage compréhensible à toutes les disciplines, avec la sémantique générale. Être académicien, c'est anticiper le futur et vivre à partir de la fin, au présent. Être académicien, c'est avoir une posture éthique et agir au mieux de façon responsable. Je n'invente rien. Je ne fais que la synthèse de l'état de la science et des éléments de conscience qui nous concernent. Et quand on a ça, on va arriver à la mission. Mission, dernier stade, le plus élevé, c'est presque de la spiritualité. C'est pourquoi on dit que c'est au-delà. C'est dans un langage scientifique neutre que l'on dit mission. Mais beaucoup d'ouvrages qui parlent des niveaux logiques, quand ils arrivent au 6e point, en lieu et place de mission, ils mettent spiritualité ou transcendance. Comment peut-on faire pour transmettre si on ne sait pas nous-mêmes comment nous avons fait pour réussir? Il faut qu'on modélise nos facteurs de succès. Si aujourd'hui quelqu'un dit « je veux être comme le secrétaire perpétuel, je veux être comme la présidente Rocha Essène, je veux être comme le professeur Salisso », mais ils ont réussi dans leur domaine. Mais comment ils ont fait pour réussir? Qu'est-ce qu'ils peuvent, si on modélisait leur facteur de réussite, transmettre ça à un élève, un lycéen qui dit « tiens, moi je sais comment le professeur Salisso a fait pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Je vais faire comme lui. » Ça, aujourd'hui, ça existe. On sait comment modéliser les facteurs de succès. Cela va se décliner en mentorat, où les académiciens, où l'académie va accompagner au niveau des croyances et valeurs. C'est les niveaux élevés. L'université s'arrête au niveau des capacités. Et la deuxième tranche, croyances, valeurs, identité et mission, c'est le désert. Personne n'accompagne dans nos sociétés. Vous voyez-vous, l'académie accompagne au niveau des croyances et valeurs par le mentorat et l'éthique. Et au niveau de l'identité, on accompagne avec ce qu'on appelle le sponsorat. Sponsoriser quelqu'un, je ne parle pas de marketing, sponsoriser quelqu'un au niveau du leadership, c'est l'accompagner dans la construction de son identité. Aujourd'hui, l'académie pourrait accompagner les chefs d'établissement, les doyens, les recteurs, etc., pour la construction de leur identité. L'académie peut sponsoriser des chaires de recherche dans les universités, dans les laboratoires, en disant voilà, si vous travaillez de cette façon, moi je vous sponsorise, je parlerai de vous. Et c'est de cette façon-là que l'académie peut décentraliser et déléguer ses vraies missions scientifiques en labellisant des laboratoires ou des centres. C'est de cette façon-là que l'on peut transmettre nos modèles de succès aux générations montantes. Et vous voyez, avec cette maîtrise des 6 points, on gagne à tous les coups. C'est de l'espoir et du succès, garanti. En arrivant au la troisième marche, le cadre d'action, ce sera le plus court, rassurez-vous, parce que c'est ce que nous avons à construire. J'ai donné des pistes. Aujourd'hui, on pourrait avoir à l'académie, on a nos communications mensuelles, mais imaginez si, en lieu ou place, ou en plus de ça, parce que les gens aussi n'ont pas toujours le temps, mais qu'on ait des conférences méthodologiques. Pourquoi conférences méthodologiques? C'est l'occasion pour nous de dire, mais on va tous partager
des communications, des outils, des guides sur l'analyse systémique. Un professeur d'université, un chercheur émérite, membre de l'académie, n'a aucun problème à digérer ces choses-là. On apprend tous ensemble l'analyse systémique, ceux qui en ont besoin. On fait ensemble la prospective stratégique. On fait ensemble la sémantique générale. On fait ensemble la modélisation des facteurs de succès. Et l'académie définit les traductions, je parle bien de traduction prioritaire d'œuvres scientifiques universelles en français et en langue locale. Qu'on se les approprie. Souvenez-vous, les Grecs et Romains, pour se développer à partir du savoir de l'Égypte antique, ont d'abord traduit le savoir qui était consigné dans les hiéroglyphes, jusqu'à ce que Cheikh Anta Diop le fasse pour nous. Dans les relations entre les Arabes et les Perses ont étudié l'arabe pour traduire les œuvres majeures, pour les rattraper, parce qu'ils les avaient dépassés avec la religion, ils ont traduit. Le plus grand grammairien arabe est un Perse. Ce sont des choses comme ça qui arrivent dans la vie. Senghor est académicien de l'Académie française, mais qui vient de Joal. C'est ça les problématiques de la traduction. Deuxième élément, c'est les groupes de travail. L'Académie, le président avait déjà lancé le groupe de travail sur la prospective, éducation, sciences, recherche à l'horizon 2060. On peut faire la même chose sur l'éthique dans les sciences, l'éthique dans l'intelligence artificielle, et avoir un groupe de travail sur la modélisation des facteurs de succès. On peut prendre pour chaque section un éminent membre et modéliser son succès. Et après, on va le sortir sur la table en disant voilà comment il a réussi. Aujourd'hui, cette modélisation est incontournable. Et elle est devenue très facile. Parce que si aujourd'hui, moi j'en sais un peu, mais si je vous donnais les éléments clés, la section mathématique ici, les sciences et autres là, secteur KPPL, ils peuvent nous sortir ça sous forme d'algorithme. On peut en avoir une appli que tout le monde peut appliquer au sein de l'académie. Ça va aller très vite. Les thématiques prioritaires. Nous avons, nous tous, des thématiques, comme chaque année, qui sont des thématiques de section. Chaque section est invitée à proposer. Si on est en méta, on n'a plus besoin de ça. L'inverse, c'est de dire, voilà le thème qu'on examine et chaque section enrichit le thème. On aura autant de visions que de membres de l'académie sur un thème. Et on s'approche de la réalité. Quelques thèmes qui pourraient nous intéresser. L'eau, on dit l'eau, on met l'eau sur la table. L'énergie sur la table. Le climat, le vivant, l'intelligence, la santé, l'alimentation, la terre, le littoral, la sécurité, la paix. Ça nous concerne nous tous, quelles que soient nos spécialités. Et ce serait extraordinaire. Le jour où on mettra un thème commun à tout le monde et que tout le monde dise quelque chose, chacun de nous verra l'ampleur de son engouement. Il dira ça, je n'ai jamais cru que cela avait un lien avec le thème. Et si vous le faites le tour, on devient tous comme ça, au meilleur niveau. On ne sait pas comment créer ce déclic. Communication et information. Aujourd'hui, si on avait la modélisation des facteurs de succès, on pourrait avoir des podcasts sur tous les domaines, dans tous les domaines. Podcast mémoire, ce qu'on appelle podcast mémoire. Chaque membre de l'académie est filmé pendant 10 minutes, un quart d'heure et nous dit quelque chose pour les générations montantes et futures. Ceux qui sont dans la méthode, podcast méthode, chacun et ce dans quoi il excelle sur le plan méthodologique, il fait un podcast en disant voilà comment je vois. Podcast succès, des éléments modélisés. Podcast thématique sur la question de l'eau, sur la question de l'énergie. On crée des podcasts. Podcast éthique, toute la sagesse qui est là,
et qui est silencieuse, que les gens disent voilà, on le partage. Communication et information, tout ça peut se retrouver aussi bien dans le site de l'Académie, mais pourquoi pas dans une web TV, une chaîne de l'Académie qui a autant d'informations et que tout le monde peut aller là-bas s'abreuver. Et c'est intemporel, c'est intergénérationnel. On peut également organiser, Monsieur le Président, chers collègues, des rencontres intergénérationnelles. Imaginez que l'Académie dit j'ai chaque semestre une rencontre intergénérationnelle. On va voir des élèves, un groupe d'élèves, un groupe de lycéens, de jeunes adultes, des gens qui ont la quarantaine, des gens qui ont 60 ans, et les membres de l'Académie. On prend une thématique et on écoute toutes les classes d'âge. Et vous sortez un document de témoignage pour tout le monde. Enfin, dernier élément, la motivation. Nous avons hérité des Français une pudeur vis-à-vis de tout ce qui est bien matériel ou richesse. Ce travail-là est un travail qui est une forme d'obligation naturelle pour un membre de l'Académie. Personne n'est là pour s'enrichir à l'Académie. C'est une vérité. Mais on pourrait, pourquoi pas, mais consacrer pour ce type de travail qui peut générer des richesses avec la sponsorisation, avec une chaîne de télévision. Chaque université peut contribuer et qu'on offre des jetons de présence aux académiciens. Que l'on dise, c'est ce qui les motive, ils vont participer, ils vont donner de leur temps. Mais chaque semestre, ils sont payés sous forme de motivation. L'Académie devrait, Ampateba disait, quand un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais quand on a une académie comme la nôtre, dans un pays où l'espérance de vie est ce qu'elle est, mais si des gens se sont bagarrés jusqu'à arriver à ce niveau élevé, qu'est-ce qui empêcherait l'Académie de créer une assurance santé? La plupart des assurances n'acceptent pas les personnes du troisième âge. Si l'Académie prenait une prime symbolique en disant je garantis, je donne comme ça juste au hasard, je garantis pour chaque membre une prime de 2 millions de francs chaque année pour se soigner. Ils feront leur check-up, ils pourront se soigner. Et quand ça dépasse les limites, on trouvera par solidarité ceux qui n'ont pas utilisé, etc. Ce sont des éléments qui préservent le transmetteur. Parce que quand on est en méta, on ne regarde pas l'activité de transmission, on regarde aussi le transmetteur. Il faut le motiver et il faut le préserver. Ce sont des trésors humains vivants, mais qui sont dans le silence. Voyez-vous, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, au terme de cette démonstration, j'en arrive à cette courte conclusion qui interpelle la gouvernance et l'activité scientifique de l'Académie. Gouvernance, si nous prenons en compte nos postures de vie et de vue, si nous tenons compte des niveaux logiques d'intervention, nous pouvons réfléchir utilement sur la mise à jour des textes de l'Académie pour plus d'impact. Cela peut nous pousser à affiner nos postures, nos démarches. Et en termes d'activité scientifique, le cadre d'action qui sera issu de nos réflexions, toutes sections confondues, permettra une dynamisation de l'activité scientifique de notre Académie. Ce n'est qu'une invitation que j'ai voulu mettre dans la corbeille. Et si j'ai eu le courage de le faire, c'est parce que le président de l'Académie m'a encouragé à le faire. Je vous remercie pour votre attention.